Les erreurs sont souvent considérées comme des opportunités d'amélioration. Nous pouvons observer une erreur et tirer-en des leçons pour éviter de la répéter. Mais certaines erreurs sont une voie sans issue. Certaines erreurs créent un point de non-retour où la seule chose que nous pouvons faire est de le regarder. En l'an 2000, le plongeur russe Yuri Lipski a commis une série d'erreurs simples lors d'une plongée en Égypte qui l'ont conduit à couler au fond de l'océan et à être piégé, le forçant à vivre les 7 minutes les plus terrifiantes et douloureuses de sa vie alors qu'il était lentement empoisonné par sa propre bouteille d'air. C'est son histoire. C'est un trou bleu. C'est un grand gouffre sous-marin qui se développe dans le calcaire ou le récif corallien. Le nom vient du fait que, sur une photographie aérienne, c'est exactement à quoi il ressemble. Un trou profond, sombre et bleu dans l'océan. Un abîme apparemment sans fond et glacial dans l'océan autrement beau et ensoleillé. Ils se sont généralement formés pendant les âges glaciaires du passé, lorsque les niveaux d'eau étaient ni plus bas, érodant un trou dans le calcaire exposé. Alors que la planète se réchauffe, les niveaux d'eau montent et le trou dans la roche devient un vide profond et sombre dans l'océan. Forgé à l'époque des glaces et englouti comme beaucoup de choses par un océan rampant. Il existe de nombreux trous bleus dans le monde, du trou du Dragon dans les mers de Chine méridionale au trou bleu de Dean aux Bahamas. Un de ces trous bleus se trouve au large de la péninsule égyptienne dans la mer Rouge, connu simplement sous le nom de trou bleu de Dahab. C'est un trou bleu notoire pour plusieurs raisons. Il a une profondeur de 328 pieds et est situé très près du rivage, ce qui le rend facilement accessible sans véhicule nécessaire. Il est également entouré près de la surface par une structure appelée la selle. Cette structure empêche tout courant à l'intérieur du trou bleu et seul un très faible courant existe à l'entrée de la surface. Proche du rivage, sans courant et avec une grande variété de vie marine colorée, donne l'impression que c'est un excellent endroit pour les plongeurs débutants. Ce trou bleu en particulier est notoire, parce que c'est prétendument le site du plus grand nombre de décès de plongeurs dans le monde. Quelques jours avant sa mort, Yuri Lipski est arrivé à Dahab, en Égypte, pour visiter le célèbre trou bleu. Avant de plonger, il cherchait des gens pour discuter de sa plongée prévue. Il est apparu une fois et il était comme tout le monde, se montrant autour du hub et nous l'entendons tous les jours. Je suis ici pour 2 jours. Je veux faire le canyon et le trou bleu. Peu importe, expérience, certification, peu importe, rien. Yuri lui-même était instructeur de plongée et se croyait plus que capable de faire ce genre de plongée avec peu ou pas d'aide. Mais il semblait avoir peu ou pas d'intérêt à se certifier pour la plongée via la procédure et les canaux appropriés. Il était un plongeur technique et aurait été intéressé à faire une plongée en rebond, c'est là où le plongeur descend très rapidement au fond et remonte tout aussi rapidement. Cette pratique dangereuse est généralement effectuée pour battre un record personnel de profondeur par des plongeurs ne voulant pas le faire de manière sécurisée. La plongée est un passe-temps populaire pour des millions de personnes partout dans le monde. Pour les thalassophobes comme moi, il y a peu de choses plus terrifiantes, mais en général c'est extrêmement populaire. Il y a 2 types de plongée sous-marine, récréative et technique. La plongée récréative, comme vous pouvez l'imaginer, est le type de plongée auquel la plupart des touristes participent. Il existe 2 types de plongée récréative, en apnée et avec scaphandre autonome. L'une utilise de l'équipement de plongée et l'autre utilise simplement votre capacité naturelle à retenir votre souffle.
Les deux types de plongée récréative sont pratiqués dans des zones où le risque de mort accidentelle est faible. Elle est souvent pratiquée à faible profondeur pour éviter la décompression, principalement en eau libre plutôt que dans des espaces fermés qui pourraient paniquer un plongeur novice. Lors de la plongée récréative, la visibilité est généralement excellente, facilitant la navigation sous-marine. Il est aussi fréquent que la plongée récréative se pratique à deux, d'où l'expression plongée en binôme. Le thème est le même, la sécurité avant tout. Le but est de profiter de l'océan sans en avoir peur. La plongée technique est un terme assez récent, mais qui décrit à peu près tout le reste. Les plongeurs techniques y sont parfois solitaires, explorant des espaces pendant fermés, plus profonds où la visibilité et la navigation sont souvent de plus ardues. Le thème ici pourrait être décrit comme un défi. Le but de la plongée technique est de se défier soi-même, de voir quelque chose de nouveau ou d'intéressant. En plongée technique, vous apprenez non seulement sur votre environnement, mais aussi sur vous-même. Les conditions impitoyables révèlent un courage insoupçonné en vous. Aucun type de plongée n'est sûr, mais la plongée récréative est considérée comme beaucoup plus sûre que la plongée technique, dans laquelle les conditions de désastre sont beaucoup plus courantes. Le trou bleu au chapeau est une plongée très populaire, malgré le grand nombre de décès en plongée qui s'y produisent. En général, les plongeurs commencent à un point proche et descendent à travers une grotte étroite connue sous le nom de Bells, en raison du bruit que font les réservoirs des plongeurs lorsqu'ils frappent les côtés de la grotte en descendant. Une fois descendus, ils passeront par une ouverture menant à l'océan ouvert. Le plongeur suivra ensuite le bord du mur de la rive jusqu'à ce qu'ils atteignent la partie abaissée du mur du trou bleu, appelée la selle. Ils entreront ensuite dans le trou bleu par la selle et se dirigeront vers la rive jusqu'à la sortie. La profondeur à l'intérieur du trou lui-même atteint un maximum de juste plus de 100 mètres, ou 328 pieds. L'autre façon de plonger dans le trou bleu est de commencer depuis la plage elle-même et de plonger dans le trou, la plupart des gens visant l'arche de 55 mètres, qui est un trou dans le mur de la grotte qui mène également à l'océan. C'est ainsi que Yuri a commencé la plongée. La plongée est très dangereuse pour les novices inexpérimentés. Les films nous apprennent qu'une remontée trop rapide peut entraîner divers problèmes appelés maladies de décompression ou accidents de décompression. Cependant, la plupart des gens qui ne sont pas des plongeurs techniques ignorent que l'air même qu'ils respirent à partir de leur réservoir peut causer quelque chose appelé narcose à l'azote. Tous les gaz sont sujets à des changements de volume en relation avec la pression. Plus précisément, la pression d'un gaz est inverse à son volume et vice-versa, donc à mesure que la pression augmente, le volume du gaz diminue. C'est important à retenir en plongée pour deux raisons. 1. Lorsque vous plongez, la quantité d'air disponible dans votre réservoir diminue en volume à cause de la pression et devient plus dense, ce qui signifie que respirer au même rythme utilisera plus d'air, donc il s'épuisera beaucoup plus rapidement. 2. La réduction du volume des molécules de gaz signifie qu'elles peuvent quitter la circulation sanguine et les poumons et se dissoudre dans les membranes cellulaires lipidiques. Plus vous descendez, plus cet effet est fort. Les effets sur votre corps sont dramatiques. Cela peut amener le souffrant à ressentir des symptômes non perceptibles, à une profondeur de 10 mètres. Entre 10 et 30 mètres, vous ressentirez une légère euphorie, une légère altération de la fonction motrice. Entre 30 et 50 mètres, vos réponses aux stimuli auditifs et visuels seront retardées. Vous ressentirez une confiance erronée, des rires inappropriés et de l'anxiété. Entre 50 et 70 mètres, vous commencerez à vous sentir très somnolent. Vous aurez un jugement fortement altéré, de la confusion, des hallucinations, des vertiges et une terreur extrême.
Entre 70 et 90 mètres, vous subirez une perte totale de concentration, de dextérité et de mémoire, mais une excitabilité accrue. Au-delà de 90 mètres, vous commencerez à éprouver des hallucinations intenses, une sensibilité auditive et visuelle accrue ou une perte totale de la vision, des vertiges, des états dépressifs et maniaques, l'inconscience et la mort. Pour contrer ce problème, les plongeurs techniques s'aventurant plus profondément où la concentration de gaz augmente ajouteront de l'hélium dans leur réservoir. Ainsi, le réservoir qui ne contenait auparavant que de l'azote et de l'oxygène contiendra également de l'hélium pour diluer les deux autres gaz et les rendre moins concentrés à mesure que la pression augmente. Cela s'appelle le trimix. Les plongeurs n'utilisent pas d'oxygène pur car cela provoque une toxicité de l'oxygène. Nos corps sont adaptés pour respirer un mélange de gaz. Un excès d'oxygène entraîne un manque d'hémoglobine dans le sang pour le transporter, ce qui le dirige vers des endroits inappropriés. Et cela peut provoquer une vision sanguine, de la confusion, des douleurs thoraciques, des difficultés respiratoires, des convulsions et la mort. Même l'everything qui vous maintient en vie vous tuera si vous en respirez trop. Yuri a préparé son appareil photo pour la plongée du jour. Il avait choisi de ne pas plonger avec un partenaire. Son équipement pour la journée comprenait la combinaison de plongée, les gants, les palmes, le masque, le dispositif de contrôle de flottabilité et le moniteur de poignée. Il portait également une ceinture de plongée lestée et transportait une caméra sous-marine. Sur son dos, il y avait une seule bouteille d'air. Malgré qu'il se considérait comme un plongeur très compétent, Yuri a commis quelques erreurs très cruciales. La première était que sa bouteille d'air ne contenait pas de trimix. C'était un mélange d'azote et d'oxygène. La deuxième était qu'il n'avait pas pris en compte le poids supplémentaire de sa caméra lorsqu'il a calculé le poids nécessaire de sa ceinture de plomb. La dernière erreur était qu'il n'avait pas vérifié son équipement assez minutieusement et ne savait pas que son dispositif de contrôle de flottabilité ne fonctionnait pas correctement et ne serait pas capable de l'empêcher de couler trop profondément. Ces erreurs se révéleraient être des erreurs qui coûteraient la vie à Yuri. Yuri a préparé sa caméra, est entré dans l'eau et a commencé à descendre. En descendant, il a réalisé que sa vitesse était trop rapide et a utilisé son dispositif de contrôle de flottabilité pour ralentir sa descente. Mais en tournant la valve, rien ne s'est passé. Il n'a pas ralenti rapidement, il a commencé à couler à des profondeurs qu'il n'avait pas l'intention d'atteindre. Alors qu'il s'enfonçait plus profondément, l'azote dans son réservoir a commencé à diminuer en volume et à augmenter en concentration rapidement, inondant son système d'azote en très peu de temps. Un fort sentiment de confusion a commencé à brouiller son jugement. Il tourne à nouveau la valve pour essayer de gonfler le dispositif et se renvoyer à la surface. Mais encore une fois, cela ne fonctionne pas. En atteignant ce point, la concentration d'oxygène dans chaque respiration lui causait des douleurs thoraciques lors de la respiration et le faisait probablement paniquer alors qu'il abandonnait sa ceinture de poids dans une dernière tentative pour atteindre un certain niveau de flottabilité et flotter à la surface. Malheureusement pour Yuri, sans dispositif de contrôle fonctionnel, il ne pourrait pas générer assez de flottabilité pour s'élever du fond marin. La pression de l'océan au-dessus de lui était bien trop grande, et il a été lentement et douloureusement englouti par l'océan.